Interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Parole directe, la parole à notre invité du jour. 3 semaines après donc sa nomination, le Premier ministre la nomination du Premier ministre de la transition ne dispose toujours pas d'une équipe gouvernementale complète. Mohamed Beavogui doit se contenter de 8 membres sur les 27, nous dit Talibé, que doit compter le gouvernement de la transition. Pourtant, la réalisation de plusieurs missions fixées à l'ère CNRD par son président colonel Mamadi Doumbia repose sur les épaules de ces hommes et femmes voulus intègres et compétents par les Guinéens. En attendant l'intégralité de ce fameux gouvernement, la transition se nourrit d'interrogations liées à sa durée, au système électoral ainsi qu'au fichier électoral. Quelles propositions l'UFDG et l'ANAD font-elles sur ces questions essentiellement politiques? Pour y répondre, nous avons à présent avec nous dans ce studio M. Ismaël Condé, vice-maire et membre du bureau politique de l'Union des forces démocratiques de Guinée. M. Condé, bienvenue, bonjour. Bonjour à vous, et je vois beaucoup de visages familiers ici. Eh bien. D'autres que j'ai beaucoup connus, et puis je suis ravi d'être là. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. Talibé Bari, pour commencer. Comment se porte Ismaël Condé, qui a passé pratiquement quelques 10 mois, si je ne me trompe, à la maison centrale comme détenu politique, et comment vous reprenez goût aux activités? Écoutez, Ismaël Condé se porte plutôt bien. C'était un épisode très douloureux. Évidemment, après avoir passé 12 mois en prison, on ne se remet pas comme ça si facilement. Mais heureusement, le contexte nous aide. Avec tout ce qui se passe, nous sommes occupés, les activités ont repris et l'avenir est prometteur. Franchement, ça nous aide mieux de sortir dans ce contexte. C'est plus que même sortir maintenant que de sortir avant. Moi, j'ai envie de dire à un moment donné, avant que ce coup d'État un peu miraculeux n'arrive, est-ce que vous étiez en passe de peut-être, comme on le dit, d'écrire votre lettre, ou est-ce que vous l'avez même fait, de dire pardon à Alpha Condé parce qu'à un moment donné vous étiez resté résilient et pour assumer justement votre combat? Mais écoutez, on était dans une dictature. En 11 ans, le professeur Alpha Condé quand même a réussi à installer en Guinée une dictature digne de nom. Personne ne pouvait s'imaginer qu'après tout le combat que le peuple a mené pour arriver aux élections de 2010, que nous allons nous retrouver en 2021 avec un État aussi policier, que chacun cherchait sa tête. À un moment donné, en prison, chacun se posait la question. Quel allait être notre avenir, notre devenir? Donc chacun se posait, la question ne se posait pas. Toutes les idées étaient les meilleures maintenant pour sortir de cet enfer. Donc l'idée de pardon ou pas, chacun cherchait sa tête et à un moment donné, on passait à notre vie. Est-ce que c'est un désespoir de cause que, selon ce qu'on a appris, vous êtes ébouillanté, vous avez versé de l'eau chaude sur une partie de votre corps? Après avoir passé plus de 8 mois sans jugement, toutes les personnes avec qui j'ai trouvé en prison et qui m'ont trouvé avaient leur décision était déjà là. Moi, j'avais l'impression que j'avais un problème particulier. Et ce problème particulier était là. Un ancien du RPG qui va à l'UFDG, il faut le servir d'exemple. Et ce terme d'exemplarité n'aidait pas ma situation. À un moment donné, je me suis dit, si je ne fais pas les choses, Foniki a fait une grève de faim, il a été jugé, Madik a relancé son problème de maladie, Suleiman était dans les trucs avec ses anciens amis. Moi, je me retrouvais abandonné à mon sort. Il fallait qu'en prison, toutes les possibilités sont bonnes pour qu'on parle de soi. Parce que le plus grand drame en prison, c'est l'oubli. Une fois qu'on commence à t'oublier, tu perds l'espoir. Donc c'est ce désespoir de cause qui m'a amené un jour à faire cette situation qui, au début, j'ai été complètement fait de façon inconsciente, mais c'est après que j'ai réalisé les conséquences de ce que parce que j'aurais pu perdre l'usage de l'œil, j'aurais pu avoir des cicatrices irréversibles sur mon visage, mais c'est le désespoir qui pousse l'homme au suicide, et c'est le désespoir qui pousse l'homme à faire des choses qu'on pourrait regretter amèrement par la suite. Donc, rapidement, vous vous êtes pas battu avec un code de tenue? Non, je ne me suis pas battu avec un code de tenue, pas du tout. Non, j'ai eu à donner des conseils à un moment donné, parce que on est constamment harcelé en prison. Pour un rien du tout, on envelume la situation. Il y a eu une question de fouille.
parce que on est tout le temps fouillé pour saisir le téléphone. Voilà. Et en prison, on ne peut pas vivre sans téléphone. Il faut le dire. Je ne sais pas pourquoi on interdit même le téléphone. Parce que s'il n'y avait pas de téléphone en prison, il y aura par jour au minimum entre 5 et 10 décès. Parce que la nourriture n'est pas de qualité. C'est à travers le téléphone que les gens appellent les proches pour les envoyer des cadeaux, de la nourriture et tout. En interdisant les téléphones, on interdit la vie. Et c'était devenu un moyen de pression pour les geôliers, pour mettre constamment la pression à nous, les détenus. Donc c'était à la suite d'une question de fouille qu'on a eu une réunion avec les membres de CAL, parce qu'on appelle les geôles les CAL, comme les CAL négriers, tellement qu'on est surchargé. On dit évitons de faire en sorte que nous soyons tout le temps fouillés, parce qu'au bout d'un mois on a été fouillé 3 fois, alors que les autres n'ont pas été fouillés. Donc j'aurais appris que la fouille a été organisée parce que Aguibou a eu un contact avec quelqu'un de l'extérieur qui lui aurait demandé si Baldé est dans la même CAL que lui. Donc des rumeurs comme ça pour rien du tout. Ils sont revenus encore à la charge pour venir dire que bon voilà, c'est Ismaël qui commence à faire en sorte que la fouille, bon, on va le déplacer. Bien, Monsieur Condé, vous parlez justement de ces problèmes en prison liés au téléphone, l'interdiction qu'on vous faisait à tort souvent. Mais oui, c'était des problèmes très récurrents pour un rien du tout. On venait saccager les cales, on venait nous harceler, les déplacements par-ci, par-là. Donc franchement, ça cassait souvent l'ambiance, et tout ce qu'on a besoin en prison, c'est de se sentir libre, tranquille, pour pouvoir penser à notre avenir. Et souvent, ce moment de tranquillité était souvent dérangé perturbé parce que ça rapportait toujours. Il y a ceux qui étaient là, qui faisaient en sorte que ils aient les yeux doux, des jolis. Franchement, j'ai pas trop envie de revenir sur cette période. L'avenir est là, donc j'embrasse la liberté et j'ai envie de continuer sur cet épisode. Alors, oui. Avec quel sentiment avez-vous accueilli les événements du 5 septembre? Mais écoutez, que j'ai commencé tantôt pour dire que quand même on a réussi le miracle de réinstaller une dictature en Guinée. Juste venir, c'est déjà un message de félicitations que j'envoie aux nouvelles autorités pour leur dire qu'ils sont déjà dans le cœur des Guinéens. Juste après avoir nous débarrassé de ce régime de dictature, ils sont dans le cœur éternel de tout le peuple de Guinée. Ce qui leur reste maintenant, c'est comment pouvoir surfer sur cette vague. Et pour cela, j'ai pas mal de propositions à faire. Et c'est un moment de liberté, pas seulement que pour moi, mais pour tout le peuple de Guinée. Bien. Oui, alors, oui. Non, moi je voudrais, Ismaël Condé, ça fait 3 fois qu'il parle de 11 ans de dictature. À quel moment vous avez compris enfin que c'était un régime dictatorial, puisque vous étiez là-bas? C'est récent que vous venez à l'UFDG. Pourquoi à l'époque vous n'êtes pas désolidarisé de tous les actes qui étaient posés par le régime Alpha Condé? Bien. Mais vous savez, la dictature c'est comme le vent, on ne le sent pas venir, mais on se retrouve en plein milieu de la tourmente. Au début, on pensait que oui, c'était la méthode Alpha Condé, et les gens ne se rendaient pas compte. Au fur et à mesure, il a commencé à installer sa dictature, et ça s'est éclaté le jour où nous avons compris que c'est un président qui veut, comme tous les autres, mourir au pouvoir. Quand il a dit que dans d'autres pays, il y a eu des changements de constitution, il y a eu des morts d'hommes, mais la constitution a été changée et le président est resté. On s'était retrouvé dans une flaque d'eau qui nous envahissait petit à petit et on ne se retrouvait pas. On pensait que oui, c'était une méthode qui est là, mais qu'il va changer. Mais finalement, la dictature, elle est comme ça. On ne la voit pas souvent venir. On se retrouve au beau milieu du temps. Donc, et au moment où vous vous retrouvez dedans, il est trop tard. Donc la réponse à la question de Kaba, c'est au moment où il a commencé à parler de 3e mandat que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait... J'ai dit franchement qu'on est en plein dedans, qu'on est vraiment en plein dedans. Oui, oui. Monsieur Condé n'aimerait plus parler de l'hôtel 5 étoiles où les prisonniers n'auraient aucun droit, mais j'ai envie de savoir, quand vous étiez en prison là-bas, votre parti, est-ce que vous ne vous étiez pas senti abandonné à un moment donné? Parce qu'il y avait eu des murmures à propos. Mais voilà, c'est ça. Souvent, on fait le procès, on fait le faux procès aux gens. On laisse le sujet, on va souvent se cramper aux conséquences. Celui qui nous a abandonnés, c'est la personne qui nous a mis à prison à tort.
Si nous avons des reproches à faire à quelqu'un, c'est la justice qui a été instrumentalisée par un pouvoir qui était aux abois, qui utilisait cette instrumentalisation de la justice pour régler ses comptes. Donc, celui qui te met en prison, si tu as des comptes à régler, c'est celui-là. Parce que quand on était dehors, on ne demandait rien à quelqu'un. On menait nos activités, on menait bien nos vies. Celui qui nous a mis en prison, que c'est celui qui nous a abandonnés, qu'on soit abandonné par le parti ou pas. Non, au contraire, le parti nous a soutenus. Le président nous a soutenus. L'ensemble des journalistes, le soutien pour les détenus politiques a été total. Parce que si j'ai bonne mémoire, ce fut l'un des sujets les plus médiatisés et tous les jours les gens en parlaient. Il faut quand même rappeler qu'à un moment donné, nous avons reçu, je crois, quelqu'un qui se présentait comme votre grand frère, ici, qui à un moment donné n'était pas content parce que aux réunions de l'UFDG, on citait des noms de gens de l'UFDG en prison et qu'on ne citait pas Ismaël Condé. Donc c'était une sorte de doute dans leur tête. Ça, on a vu cette parenthèse quand même, même si vous voulez la maquiller. Est-ce que ça elle représentait un petit moment de, si vous voulez, de doute, de frustration pour vous. Mais ce qui était clair, à chaque fois que le président El Hadji Daouda Diallo prenait la parole, il faisait en sorte de ne pas oublier personne. On peut comprendre que certaines personnes puissent oublier une fois. L'oubli est humain. Et la réaction de la famille, elle est normale parce qu'il y a l'inquiétude qui était derrière là. Est-ce que notre fils n'est pas abandonné? Parce qu'il y a toujours des sujets de suspicion dans ces genres de choses. Quand on parle et dit, ah, ton président, il n'a pas dit ton nom. Ça arrive. Et que ça soit instrumentalisé de la sorte. Vous étiez serein, vous comprenez? Non, j'étais serein. Je pensais que tout le monde était traité au même pied d'égalité, qu'il n'y avait pas de détenu plus que l'autre. Et deux fois, ces genres d'oubli pouvaient se glisser. Et nous, en prison, on comprenait effectivement cela. D'autant plus que c'était lors d'un discours tenu par la chef de cabinet. Exactement, et pas voilà. par El Hadji Daouda Diallo. Et El Hadji Daouda Diallo, le même jour, El Hadji Daouda Diallo, après le discours de Nadia, avec qui même j'ai eu à échanger par rapport à cet épisode, El Hadji Daouda Diallo, quand il a pris la parole, il a pris le soin de citer le nom de chacun. Parce qu'il savait que c'était un sujet important pour les détenus. Bien. Quand quelqu'un, souvent on chahitait entre nous, et le président n'a pas dit ton nom aujourd'hui. J'ai dit oui, j'ai remarqué qu'il n'a pas dit mon nom. Parce que à chaque fois que nos noms étaient écrits, ça nous faisait plaisir. Ça nous donnait l'espoir. Et franchement, c'était les meilleurs moments qu'on avait pour suivre les émissions à grande écoute. Surtout quand le sujet concernait un détenu phoniqué, tout le monde. Et après, parce que c'était une façon de nous faire respecter dans ce milieu. Absolument. On parlait de nous et les autres détenus nous respectaient, les geôliers aussi nous respectaient. C'est très important. Et en termes de suspicion, il y a que on a été au fait de beaucoup de rumeurs selon lesquelles le pouvoir en place essaie de vous travailler au corps en prison afin donc de vous retourner en sa faveur pour que, une fois sorti de prison justement, vous puissiez rejoindre les rangs du RPG ou peut-être même en monnaie de change, vous promettez de rejoindre le RPG et on facilite votre libération. Qu'est-ce que vous en dites? Mais écoutez, moi, la situation avait été posée dans les premières heures de mon incarcération. Quand j'ai été arrêté, ma famille biologique s'est levée pour aller voir les cadres du RPG, parce que n'oubliez pas que je suis un pur prodige du RPG. Donc il y a beaucoup de connexions entre ma famille et les membres, la famille du président de la République, le secrétaire permanent qui est un grand frère à moi, Sékou Condé, et puis beaucoup de cadres. Ils sont allés leur voir, ils disent mais on ne comprend pas pourquoi Ismaël se retrouve en prison. Et la réponse était sans appel. Il est en prison parce qu'il veut être en prison. Il veut sortir de prison aujourd'hui, il sortira de prison. Ben, nous on veut qu'il sorte en prison. C'est quoi? Ben, pour sortir en prison, la décision est simple. Il écrit une lettre, ça c'était déjà au mois de décembre. Il écrit une lettre. Avant même votre procès. Avant même mon procès. On n'a pas besoin de le juger. Il écrit une lettre, il demande pardon au président de la République. Il déclare quitter l'UFDG, il revient dans le RPG. Demain il sera libre. Donc la famille même ne pouvait pas venir me passer ce message. Des messages comme ça, donc ça les laissait dans un embarras total. Et moi, c'est après, par la suite, que j'ai su que c'était des conditions qui ont été posées dès le départ pour que nous puissions sortir de prison. Ismaël Condé, c'est quelqu'un aussi qui a la main à la pâte quand on parle de gestion à la base, puisqu'on parle de ce que va devenir cette transition en termes de sa durée, mais aussi du système électoral. On va aborder ce sujet avant de terminer. Je commence par vous, Talibé. Il disait avoir des propositions dans le cadre de cette transition. Quelle durée? On sait que l'ANAD
a défendu une durée de 15 mois, Oui. mais pour beaucoup, il y a une sorte d'empressement à l'UFDG et donc à l'ANAD, parce que certains verraient Cellou Dalein en pole position par rapport aux futures élections. Est-ce que 15 mois, ce n'est pas marginal par rapport aux chantiers qui attendent le CNRD? Mais écoutez, transition déjà, étymologiquement, ça veut dire transir, c'est-à-dire aller au-delà. On est dans une phase A, il faut aller aux phases B, donc c'est la transition qui nous permettra de quitter de cette phase A pour aller à cette phase B. Donc une transition n'est pas une phase statique, c'est une phase qui bouge. Il faut que le CNRD sache que la meilleure façon de réussir une transition, c'est d'avoir une transition courte. Parce que c'est ce qui est plus difficile, c'est pas la prise de pouvoir, c'est la gestion qui est difficile. Nous sommes dans une période de grâce, tout le monde est content d'eux, mais ils vont vite rentrer dans le dur des choses. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de décisions populistes, ils veulent faire plaire à tout le monde. Ils veulent blesser tout le monde. Alors que la gestion, c'est de prendre la décision, c'est de faire l'arbitrage. Et quand on prend l'arbitrage, il y aura toujours un camp qui se fâche et l'autre camp qui n'est pas qui est content. Ouais. Donc il faut que le CNRD sache que cette période de grâce va terminer vite, et ce qui va retenir c'est quoi? Parce que le peuple est ingrat. Le peuple, tout le monde les applaudit aujourd'hui, mais c'est demain, c'est le même peuple qui va se tenir debout devant eux pour dire que on vous a pas, c'est pas ça on vous a demandé. Donc une transition qui ne dépasse pas 2 ans, elle va être la meilleure recette pour le CNRD pour qu'il reste indéfiniment dans l'histoire, parce qu'il faut le savoir déjà, qu'ils sont déjà rentrés dans l'histoire. Une transition qui ne dépasse pas 2 ans, même si elle va au-delà des 15 mois, proposée par l'ANAD, l'UFDG dont vous êtes membre. Je suis tout à fait d'accord pour une transition qui ne dépasse pas 2 ans. Parce que franchement, si nous voulons les aider, il faut que nous abordons ces sujets-là pour eux, parce qu'ils sont là pour nous. Si nous commençons à les sacraliser pour dire que vous pouvez rester ici autant que c'est faux. Le peuple est aux aguets. Le peuple sait que la transition doit s'arrêter à un moment donné, et pour que ça réussisse, il faut que ça s'arrête au bon moment. Bien. Oui. Alors moi je voudrais un peu coller ma question à l'actualité. La semaine dernière, Ismaël était au cœur de toute la presse par rapport au déguerpissement à Madina, surtout à la casse. On s'est dit, Ismaël Condé n'est plus en prison, il est en train de régler des comptes parce qu'aujourd'hui le RPG est en position de faiblesse. Que s'est-il passé en tant que vice-maire de Matam? Oui, c'est vous qui avez dirigé ces opérations de casse à Madina. Que s'est-il réellement passé? Mais écoutez, il y a un communiqué de CNRD pour dire qu'il faut reprendre les emprises qui ont été déguerpies et qui sont en train d'être réoccupées. De deux, il faut dégager les installations marchandes qui obstruent la circulation des voitures le long des grands marchés de Conakry. 3, il faut libérer le chemin de fer, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'accidents de train qui se passent dans ces 2 derniers jours. Après, il faut assainir. C'était l'objectif du communiqué de CNRD. Nous, dans notre commune, il y a une commission qui a été mise en place, qui a été présidée par le président de la commission de développement local, qui est moi, le premier vice-maire. Parce que même avant ces opérations de déguerpissement, il y avait un projet de déguerpissement dans les entraves. Comme le communiqué est venu, moi j'ai été désigné comme le président de cette commission. Donc, nous avons travaillé avec les cadres techniques qui sont le directeur de l'habitat et le directeur du cadastre qui dirigeaient les opérations. Mais tu sais, en tant qu'administré, quand tu fais les actes, tu es suivi par tout le monde. Tu ne peux pas aller casser à gauche et ne pas casser à droite, alors que les deux se trouvent sur la même ligne et sur la même entrave. C'est ce qui s'est passé à la casse. À la casse Madina, quand on est venu, le carrefour constaté aujourd'hui, c'est l'un des carrefours les plus difficiles en Conakry. De 1, la route est mauvaise. 2, les encombrants sont partout. Parce que à la casse déborde. Il faut qu'on ose dire que la casse déborde. Donc il fallait occuper les entraves parce que la population était déjà là à regarder. Donc le kiosque qui a été dégagé, c'est un kiosque qui était effectivement sur l'entreprise. Même si c'était un kiosque du RPG, c'est ce qu'on dit. Même si c'était un kiosque sur lequel il y avait affiché les photos d'Alpha Condé. Okay. Donc c'est le seul kiosque là qui a été dégagé, comme c'est Ismaël Condé qui est là. Donc ils ont peur de s'en prendre à celui qui a fait le coup d'état. Mais moi, la victime, c'est moi qui suis devenu encore leur bourreau.
Congo. Bien. Franchement, j'ai pas compris pourquoi. Alors que l'opération continue, même hier, on était à Marina jusqu'à 4h du matin. C'est après là-bas je suis venu. On est en train de faire du travail dans le silence. Personne ne crie, c'est Bien. seulement eux qui ont crié, mais le problème a été vite réglé. Le kiosque a été dégagé et l'opération a continué. Alors, vous avez peut-être parlé de, évoquer votre façon de voir le processus électoral. Après, Akumba, Mohamed Mara et Guian vont en faire leur lecture. Le colonel, je me rappelle, a dit qu'on va procéder du bas au sommet en termes de processus électoral. On commence par sans doute les communales, quartiers, après députés et puis présidentielles. Vous, quelle est votre lecture de tout ça et quel est votre regard ou proposition sur le processus électoral qui doit venir? La place de la CENI, est-ce qu'il faut confier tout ça à un ministère mais désormais ou est-ce qu'il faut plutôt changer complètement la CENI? L'ensemble de ce paquet de questions. Ben moi, je commencerai d'abord par doter notre pays d'une constitution, parce qu'on ne peut pas continuer à aller que le pays continue à être dirigé par une charte. Commençons d'abord par rédiger une constitution qui va débrayer le chemin. Ce qui sera le travail du CNT. Le CNT. Après, faisons l'économie des élections. Est-ce qu'il faut mettre une limite d'âge dans cette constitution? Non, mais limite d'âge ou pas, moi je suis pas trop fan des questions d'exclusion par l'âge, par l'ancienneté ou bien par le nom. Je veux que le peuple est souverain. C'est le peuple qui sait s'il va voter quelqu'un pour 90 ans ou pour quelqu'un qui est 32 ans. Laissons la souveraineté au peuple de choisir ses leaders. C'est pas à nous de dire tel est âgé ou pas. Joe Biden est venu au pouvoir à presque 78 ans. Ouais. Les Guinéens ne sont pas plus intelligents que les Américains. Si eux ils ont estimé que un vieux peut faire leurs affaires, pourquoi nous en Guinée nous pensons que un vieux ne peut pas faire notre affaire? C'est une question subjective qu'il faut vraiment éviter. On ne doit pas rentrer dans ces eaux parce que c'est les genres de situations qui ont mis la Côte d'Ivoire en feu et en lambeaux, parce que certains disaient que il faut exclure d'autres et il ne faut pas. Moi je veux qu'on reprenne tout le monde et qu'on rende le peuple sa lettre de noblesse de choisir qui il veut. De deux, faisons l'économie des élections, parce que les élections sont les moments les plus troublants dans notre pays et qui coûtent cher aussi. Et qui coûtent cher. Une élection, on n'est pas plus bête que les Sierra Leone qui ont fait 4 élections en une seule fois. Les élections communales, les élections législatives et présidentielles, franchement, nous pouvons faire en sorte que on finisse avec les élections pour que le gouvernement qui viendra après la transition, le même jour. Donc ce que vous proposez, c'est qu'on fasse une élection globale pour que le président qui viendra après la transition ne s'occupe plus des élections et que c'est le développement qu'il va mener et va dérouler son programme. Tous les mandats vont finir au même moment et puis une élection à chaque 5 ans, franchement, ça nous ferait de l'économie de temps, d'énergie et de querelles inutiles. La CENI. Ben la CENI, il faut refonder la CENI. Moi franchement, je suis pas trop fan de l'histoire de la CENI. Je suis dans la vieille école où c'est l'administration avec le ministère de la décentralisation qui organise les élections. Avec des gens parce que franchement, on a essayé le cas au Sénégal, ça se passe très bien. Voilà, c'est le ministère de l'administration. Sauf qu'au Sénégal, l'administration n'est pas politisée. Mais faisons en sorte. Le problème chez nous, c'est que les sous-préfets, les préfets, les maires, les gouverneurs, tout le monde, l'administration centrale, tout le monde est politisé. Est politique. Mais il faut poser cette question, pourquoi l'administration est politique? L'administration est politique aujourd'hui parce que le processus électoral n'est pas transparent. Parce que les gens savent que comme le processus électoral n'est pas transparent, il faut aller faire les jeux doux au président de la République parce que de toutes les façons, c'est lui qui va gagner. Mais le jour où le processus électoral sera transparent, où un préfet ne peut pas changer les résultats issus des urnes, moi je vous dirais que l'administration va être complètement dépolitisée et chacun va militer dans le parti qu'il estimera juste. Donc notre défi aujourd'hui, c'est rendre l'élection transparente et crédible. Franchement, ça nous débarrassera de tous les maux dont nous vivons aujourd'hui. Oui, je vais me permettre un pas de côté pour revenir aux mairies. Il y a cette idée qui flotte dans l'air par rapport au retour des délégations spéciales parce qu'on considère que ceux qui sont aux manettes sont corrompus et incapables. Qu'est-ce que M. Condé en pense? Ben moi je ne suis pas contre pour le retour des délégations spéciales. Parce que quand vous voyez la qualité des maires aujourd'hui, le maire de Kindia qui est élu avec un seul élu, quand vous prenez les maires dans les régions de Haute-Guinée où c'est les combines, où c'est le Séroutoura qui a imposé le choix, franchement les maires aujourd'hui ne sont pas représentatifs du peuple. Donc on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. L'administration ne peut pas tomber la constitution et qu'on garde les maires qui sont plus politiques que le ministre. Mais ils ont été élus quand même.
ils ont été élus sur quelle base? Oui, moi je sais. Tu peux pas être pluraliste que le roi. Ils ont été élus sur quelle base? Et votre mandat court encore? Notre mandat court jusqu'en 2023. Franchement, il faut faire l'économie de tout ça là. Mettons les délégations spéciales qui vont conduire les affaires courantes dans les mairies pour mieux préparer les élections, que chacun s'occupe de ses affaires, en attendant que nous ayons des vraies élections pour élire les vrais maires qui vont être représentatifs des localités où ils seront installés. On pourrait dans ce cas imposer le même principe qu'au gouvernement, c'est-à-dire que tous ceux qui participeraient à ces délégations spéciales ne soient pas éligibles. Mais je vois pas l'opportunité, je vois vraiment pas l'opportunité d'exclure les gens parce qu'ils ont participé à un gouvernement de transition ou bien ils ont participé au CNT. Non, moi franchement je suis libéral. Quelqu'un peut être aujourd'hui au CNT et au moment venu démissionner du CNT pour aller aux élections. Quelqu'un peut être président. Il aura été l'un des acteurs qui aurait organisé toutes les conditions d'une mascarade électorale. Voilà pourquoi on ne l'admet pas en pareille circonstance. Non, mais justement, ce n'est pas une seule personne qui fait des élections. Une élection est organisée par un comité. C'est comme si les ministres aujourd'hui, les députés ailleurs, qui quittent le gouvernement pour aller... moi, franchement, je préfère... Quelqu'un peut être membre du CNT et au moment des élections, il quitte le CNT, il va préparer sa campagne, il revient. C'est le peuple qui décide. Je veux vraiment qu'on donne la lettre de noblesse au peuple. Ça, c'est la proposition d'Ismaël. Alors, il y a un comédien ivoirien qui disait... des fois, on a l'impression qu'un prisonnier peut prendre la place de quelqu'un qui est libre. Et quand on prend Alpha Condé, Ismaël Condé, on a l'impression que vous avez permuté de place parce qu'aujourd'hui, on veut manifester pour sa libération. Vous êtes en liberté. Entre-temps, Cellou Dalein aussi commence à voyager. Quel sort? Le sort d'Alpha Condé, effectivement. Ben, c'est une question qui vaut son pesant d'or. Oui. Parce que n'oublie pas que ce que représente Alpha Condé aujourd'hui dans la sous-région, et c'est quelqu'un qui est victime de lui-même, parce que on a l'impression de dire que quand il prend quelque chose, il lâche pas. Donc personne ne sait aujourd'hui dans quel état il se trouve. Surtout que personne n'a accès à lui, il communique pas, et ça devient une question floue. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a le quelque part. Donc moi, franchement, je préfère qu'il reste au chaud en attendant que tout se calme. Après, on verra ce qu'on peut faire de lui. Qu'il reste au chaud. Mais il est séquestré, M. Condé. Bien. Alors, voilà ce que... Ah oui, c'est qu'il ne dit pas. Et qu'en est-il de l'affaire Aficon à la commune de Matam? Malheureusement, on est complètement à la fin de l'émission. Merci à Ismaël Condé d'être passé. C'est une première série. Il y aura une autre occasion pour qu'on le reprenne encore. Merci d'être passé, Ismaël Condé. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous les Mirador. Merci à vous qui nous avez suivis. Un clin d'œil à Boubacar Diallo du côté de Dakar. Et merci à tous ceux qui étaient derrière la console. On se retrouve demain pour un autre numéro de Mirador. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.